La quatrième grande guerre ninja, la plus terrifiante de toutes, car l'ennemi, c'est Madara Uchiwa, un homme venu du passé pour imposer la paix de force, une volonté telle qu'elle lui a permis de transcender les âges et de survivre au temps. Regardez-le bien, cette prestance, cette puissance. Cet homme a marqué l'histoire du monde ninja comme personne d'autre. Pour beaucoup, Madara c'est le méchant ultime, l'antagoniste parfait, celui qui veut plonger le monde dans une illusion. Mais du coup j'ai une question à vous poser. Est-ce que derrière ce masque de puissance ne se cacherait-il pas l'une des tragédies les plus profondes de tout le manga? Parce que l'histoire de Madara, c'est celle d'un enfant qui rêvait de paix et qui a fini par devenir l'incarnation de la guerre. L'histoire d'un homme qui a tout donné pour ses idéaux. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps tous ensemble. On va découvrir qui était vraiment Madara Uchiwa avant qu'il devienne le symbole qu'on connaît. Mais surtout, on va comprendre comment un rêveur peut devenir un cauchemar. Car oui, Madara n'est pas le méchant de cette histoire. Il en est sa plus grande victime. Remontons à l'époque Sengoku, une période où le monde ninja n'était qu'un gigantesque champ de bataille sans fin. Imaginez, à cette époque, il n'y avait pas de village, juste des clans comme les Uchiwa et les Senju qui s'entretuent depuis des générations, une ère où même les enfants naissent avec un kunai dans la main. Et au milieu de ce chaos, il y a un gamin, Madara Uchiwa, l'héritier d'un des clans les plus puissants. Cet enfant voit ses proches mourir un par un, des visages qui disparaissent avant même d'avoir eu le temps de vivre. Vous imaginez grandir comme ça? Savoir que demain, n'importe lequel de vos proches peut disparaître. C'est ça, le contexte du monde dans lequel Madara vit. Mais un jour, au bord d'une rivière, il croise un autre enfant, un gamin qui, comme lui, est un rêveur. Hashirama Senju. Pour la première fois de sa vie, Madara découvre ce que c'est que l'amitié, quelqu'un avec qui partager ses peurs, mais surtout ses rêves. Un enfant qui comprend sa souffrance parce qu'il vit la même. Ensemble, ils imaginent un monde différent. Un village où tous les clans vivent en paix, où les enfants n'auraient plus besoin de se battre. C'est beau, non? Deux enfants ennemis qui rêvent de paix et qui se promettent de changer le monde. Le truc, c'est que la réalité n'est pas de leur côté, et celle-ci va rattraper cette innocence. Parce que ces deux enfants, c'est pas n'importe qui. Ce sont les héritiers des deux clans les plus puissants, les futurs leaders de famille qui se haïssent depuis des siècles. Et quand Madara découvre qu'elle est vraiment son ami, tout s'effondre. Ça sonne comme une trahison, pas une trahison volontaire, mais une trahison du destin, de l'univers. Découvrir que la seule personne en qui tu as confiance appartient au clan qui a tué tes frères. J'ai une question. Comment vous réagiriez? Parce que oui, on pourrait se dire que les péchés de leur famille ne sont pas les leurs, mais c'est bien plus compliqué que ça, surtout pour des enfants. Et c'est là que naît le premier traumatisme de Madara, une blessure qui ne guérira jamais. Il comprend que même l'amitié la plus pure peut être saccagée par la haine du monde. Les années passent, les enfants grandissent et deviennent des hommes, et contre toute attente, le rêve devient réalité. Madara et Hashirama parviennent à convaincre leur clan. Après des siècles de guerre, les Uchiwa et les Senju déposent les armes. Ensemble, ils fondent le premier village ninja de l'histoire. Konoha, le village caché de la feuille. C'est complètement fou. Malgré l'univers contre lui, son rêve d'enfant prend enfin forme. Plus de guerre entre clans, plus d'enfants soldats, juste la paix qu'il a toujours espérée. Madara devrait être heureux, pas vrai? Il a ce qu'il voulait depuis toujours. Mais non, il y a un problème, un détail que personne n'avait prévu. Pour diriger ce village, il faut un leader, un Hokage. Et quand vient le moment de choisir, ce n'est pas Madara qui est élu, c'est Hashirama. Bien sûr, Hashirama n'a pas voulu ça. Il a même proposé que Madara soit Hokage. Mais le village a tranché. Leur choix est clair. Il faut confiance aux Senju, pas aux Uchiwa. Vous imaginez? Vous créez quelque chose avec votre meilleur ami, vous sacrifiez tout pour ce rêve commun, et au final, on vous met de côté. Pour Madara, c'est un coup de poignard. Pas de la part d'Hashirama, non, de la part du monde qu'ils ont créé ensemble. Que ce soit le clan Senju qui récupère le pouvoir et qui est le dernier mot, ce n'est pas possible pour lui. Et la vraie question, c'est pourquoi? Après tout, c'est son meilleur ami. Et c'est là que je vais vous raconter une histoire que j'avais omis pour ce moment très précis. L'histoire de sa tragédie la plus profonde. Juste avant la fondation de Konoha, son frère Izuna est mort, tué par Tobirama, le frère d'Hashirama. Izuna offre ses yeux à Madara pour qu'il obtienne le Mangekyou Sharingan éternel. Plus de puissance, mais aussi plus de douleur parce qu'il vient du sacrifice de celui qu'il aimait le plus. Izuna a été très clair, cette offrande doit servir à combattre les ennemis du clan et les Senju. C'est pour ça que Madara ne peut pas accepter que ce soit Hashirama l'Hokage. Le plus triste, c'est que cette tragédie, c'est ce qui a permis aux deux clans d'atteindre la paix. Parce que dans cette ultime guerre où Izuna a perdu la vie, Madara ne voulait pas accepter la paix sans venger son frère. Alors, Hashirama propose sa propre vie et passe à l'acte.
Mais là, contre toute attente, Madara empêche son ami de commettre l'irréparable et accepte finalement cette paix. Madara se rend compte que dans ce village qu'il a aidé à construire, il devient un étranger. Parce que vous vous doutez bien, ce Sharingan fait peur. C'est l'équivalent d'une puissance hors norme. Les décisions commencent à se prendre sans lui et les autres clans le regardent avec méfiance. Et pour que vous compreniez bien à quel point la spirale est dévastatrice, quand il œuvre pour son clan, il est considéré comme trop extrémiste par le village. Et lorsqu'il reste avec Hashirama, son propre clan commence à le trouver trop obsédé par le pouvoir. Vous voyez le problème? Quoi qu'il fasse, il n'y a pas de solution, parce que les graines du passé sont encore trop fraîches. C'est là qu'intervient la découverte qui va tout changer. Dans les ruines du clan Uchiwa, Madara trouve une tablette, un message laissé par le sage des 6 chemins lui-même, le Rikudo Sennin. Et cette lecture, elle bouleverse tout. L'histoire secrète des Uchiwa, leur malédiction et surtout une solution, le plan Tsukuyomi infini, un moyen d'apporter la paix au monde entier. Il croit sincèrement avoir trouvé la vérité, la vraie solution à tous les problèmes du monde. Vous comprenez tout ce qui se passe dans sa tête? Le village qu'il a créé le rejette, son propre clan aussi. Et tout ça parce qu'il a osé œuvrer pour la paix. Le pire, et ça montre à quel point Madara n'était pas malveillant, c'est que face à cette vérité, la vérité de la tablette, il ne va pas s'emporter ou garder le secret et œuvrer en silence. Non, il va directement en parler à Hashirama. Il lui propose sa vision et lui explique ce que le Tsukuyomi implique. Le truc, c'est que Hashirama refuse. Son meilleur ami, celui avec qui il a tout partagé, rejette sa solution. Il choisit le village plutôt que lui. Et il faut se rendre compte que cet acte, pourtant très réfléchi de la part d'Hashirama, c'est la rupture finale. L'amitié ne peut plus résister à cette ultime désillusion. Vallée de la Faim, Madara contre Hashirama, 2 hommes qui s'aiment mais qui ne peuvent plus coexister. Et Madara perd, vaincu par celui qu'il considérait comme un frère. Mais ce n'est pas la fin, parce que Madara a prévu le coup. Il a utilisé Izanagi, la technique interdite des Uchiwa. Il meurt, mais pas vraiment. C'était une illusion. Il survit dans l'ombre, avec les cellules d'Hashirama qu'il a récupérées pendant le combat. Et là, caché, Madara prend une décision. Si le monde refuse sa vision de la paix, alors il imposera celle-ci par la force. C'est là que naît vraiment le Madara qu'on connaît. Il n'est pas né en tant que monstre. Il l'est devenu lorsque, brisé, il a perdu foi en l'humanité. Des décennies cachées, des années entières à vivre dans l'ombre. Imaginez, l'homme qui a créé le premier village ninja, qui a révolutionné le monde et réduit à vivre comme un fantôme, seul. Pendant que Hashirama meurt de vieillesse et que Konoha prospère, Madara, lui, s'éteint petit à petit, littéralement. Il faut savoir que grâce aux cellules d'Hashirama, Madara va éveiller le Rinnegan, le dojutsu ultime. Et là, je dois vous expliquer parce que c'est important de comprendre comment ça marche. Les Uchiwa descendent d'Indra, le fils aîné du sage, détenteur du Sharingan. Les Senju descendent d'Ashura, le plus jeune fils, possesseur d'un puissant chakra et d'une force de vie exceptionnelle. Lorsqu'on combine le pouvoir du clan Uchiwa avec celui du clan Senju, le mélange génétique déclenche l'éveil du Rinnegan. Cet éveil va permettre à Madara de vivre quelques années de plus, et ce, grâce au Gedomazo, une statue invocable par l'utilisateur du Rinnegan. Le Gedomazo, c'est une gigantesque statue créée à partir du corps scellé du démon à 10 queues, Jubi. Il renferme une énergie colossale et extrêmement puissante. Le truc, c'est que les années passent, et tout ça, ça ne rend pas Madara immortel. Il lui faut un successeur. Et quoi de mieux qu'un Uchiwa? C'est là qu'entre en scène Obito. Obito, c'est un Uchiwa qui rêve de devenir Hokage, qui croit en l'amitié et qui veut protéger tout le monde. En gros, exactement ce qu'était Madara enfant. Vous voyez le parallèle? Madara ne choisit pas Obito par hasard. Il se reconnaît en lui. Il voit ce qu'il était avant que le monde le brise. Sauf qu'Obito, il est trop attaché à cette idéalisation du monde. Il n'a pas les chaînes de la guerre qu'avait Madara. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va reproduire son propre traumatisme, celui qui va forcer Obito à le rejoindre. Rin, la fille qu'aime Obito, la personne la plus importante de sa vie. Madara organise sa mort minutieusement. Il le fait pour qu'Obito vive exactement ce que lui a vécu avec Izuna. Le pire, c'est que le tueur sera Kakashi, l'ami à qui Obito a donné son Sharingan au bord de la mort. Littéralement l'homme en qui il a placé ses espoirs. Je pense qu'on est d'accord, c'est monstrueux. Comment Madara peut faire ça alors qu'il a été si bienveillant par le passé? Si Obito comprend la douleur comme moi je l'ai comprise,
il acceptera la solution comme moi je l'ai acceptée. Il projette sa propre souffrance sur un innocent, il crée un autre lui-même. Après tout, c'est la seule solution qui lui reste, il n'a plus de temps. Et ça marche, Obito bascule. L'enfant qui rêvait de paix devient l'homme masqué qui sème la terreur. Exactement comme Madara. Le plus tragique, c'est que pendant tout ce temps, Madara croit faire le bien. Dans sa tête, il vient de sauver Obito. Il lui épargne des années de souffrance en lui montrant directement la vérité du monde. Il va même lui parler de la fameuse tablette, il va tout lui transmettre. Obito devient la continuité de ce qu'est Madara, et il va même prendre son nom. Madara va implanter son Rinnegan dans un enfant, avant de s'éteindre. Obito reprend le flambeau, il chasse les démons à queue et attend le moment parfait pour commencer à manipuler Nagato, le fameux enfant ayant hérité du Rinnegan de Madara. Et surtout, il a une mission supplémentaire, ramener à la vie Madara pendant la 4e grande guerre ninja. Et je crois que c'est le moment parfait pour enfin développer ce que c'est vraiment que le plan du Tsukuyomi infini. En réalité, c'est très simple. Le plan consiste à projeter un genjutsu ultra puissant à travers la lune, plongeant tous les êtres vivants dans une illusion parfaite et éternelle. Une paix forcée, puisque pour Madara, les hommes ne cesseront jamais de faire la guerre. Mais maintenant, comment on fait techniquement? Grâce au Rinnegan, le Gedomazo peut être invoqué, et celui-ci peut sceller les démons à queue. Lorsque les 9 bijoux sont scellés, alors Jubi, le démon à 10 queues, renaît. Et là, en devenant l'hôte de celui-ci, tu obtiens littéralement les pouvoirs du sage des 6 chemins, ou Rikudo Sennin. Ce pouvoir permet d'éveiller le Rinne Sharingan et de projeter le Tsukuyomi infini sur la lune. C'est ça, le plan complet de Madara. Tout est calculé, même sa propre résurrection. Le moment tant attendu, la 4e grande guerre ninja. Obito a joué son rôle à la perfection, et maintenant, Madara Uchiwa revit. Regardez cette entrée en scène, cet homme qui tombe du ciel et qui s'impose au gré de sa prestance, une aura presque divine. En quelques secondes, il transforme une guerre en massacre. Face à lui, des milliers de ninjas, tous les villages unis contre un seul homme, l'homme qui est à l'origine de la création de ceux-ci. Quelle ironie du sort. Mais vous savez ce qu'il y a de plus terrifiant dans tout ça? Ce n'est pas sa force, c'est son détachement. Madara ne met aucune émotion dans son combat. Il combat avec l'indifférence de quelqu'un qui écrase des fourmis. Vous voyez ce qu'il est devenu? Sauf que là, Hashirama ressuscite lui aussi. Pour la première fois depuis très longtemps, les deux hommes se retrouvent face à face. Les deux fondateurs de Konoha, mais surtout les deux anciens amis. Et qu'est-ce qu'il se passe? Rien. Pas de retrouvailles émouvantes. Madara regarde Hashirama comme on regarde un fantôme du passé, parce que dans sa tête, cette amitié n'existe plus. Elle fait partie du monde qu'il veut détruire. Hashirama essaie de le raisonner. Il ira même jusqu'à lui dire que le rêve s'est enfin réalisé. Et cette phrase, elle est puissante parce qu'Hashirama n'a pas complètement tort. C'est la première fois que tout le monde s'unit contre un ennemi commun. Mais ça, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que si Madara n'avait pas construit ce plan et agi pour celui-ci, alors cette guerre n'aurait pas existé. Et les villages ne se seraient pas unis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un paradoxe fascinant. Madara, en étant l'antagoniste, a créé un schéma où le monde n'avait pas d'autre choix que de faire la paix. Et c'est ça, la paix qu'Hashirama voit. C'est là qu'arrive le moment crucial. Madara devient l'hôte de Jubi. Il obtient les pouvoirs du Rikudo Sennin. Il est prêt à lancer son plan final. Le truc, c'est que tout ça n'était qu'une illusion. Au moment de son triomphe, la trahison ultime. Black Zetsu, une créature qu'il pensait être sa création, se révèle être son manipulateur. Tout ce temps, il n'était qu'un pion. La tablette qu'il avait trouvée dans les ruines de son clan était fausse. Il a été manipulé et son plan servait quelqu'un d'autre. Kaguya, la mère du Rikudo Sennin. Vous imaginez la dinguerie? Découvrir que toute votre vie n'était qu'un mensonge. C'est exactement ce qu'il a fait subir à Obito. Madara est devenu, malgré lui, la représentation du cycle de la haine qu'il détestait. Il comprend enfin qu'il a été utilisé et que sa quête de paix n'était qu'un prétexte pour amener l'ennemi de l'humanité. Dans ces derniers moments, face à Hashirama, Madara redevient l'enfant qu'il était. Il avoue ses regrets et reconnaît que son ami avait raison. La réconciliation, enfin. Madara Uchiwa meurt comme il aurait dû vivre, en paix avec son meilleur ami. Le plus beau, c'est que là où Hashirama a pu transmettre cette croyance de la paix par la bienveillance, Madara a été l'acteur du mal qui a permis d'y arriver, car dans ce monde, tout n'est question que d'équilibre entre le bien et le mal. Madara n'a jamais été le monstre qu'on pensait. Il était la victime d'un système bien plus grand que lui, une manipulation qui a duré toute sa vie. Comprendre son histoire, c'est comprendre comment la douleur peut corrompre, comment les meilleures intentions peuvent mener aux pires actions. La haine se nourrit de traumatisme
et de déception. Et c'est ça qui rend son histoire si tragique, parce qu'on pourrait tous devenir Madara dans les mauvaises circonstances. On pourrait tous perdre foi en l'humanité. Mais ce n'est pas la seule chose que l'histoire de Madara nous enseigne. Elle nous enseigne aussi que l'humanité peut survivre à tout, même à des décennies de haine. Au final, Madara n'est pas juste un antagoniste, c'est le miroir de nos propres ténèbres, la preuve que nous sommes tous capables du pire, mais aussi et surtout du meilleur. J'espère que cette aventure dans la vie du personnage qui est Madara vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et je vous laisse avec ma vidéo sur comment Obito est devenu Toby. N'oubliez pas que même dans les ténèbres, il reste toujours une once de lumière. Merci pour la force. Ciao ciao.